10 semaines avant l'éclatement d'une guerre nucléaire entre l'Inde et le Pakistan. Le Cachemire est en ébullition. Depuis des décennies, les tensions couvent dans cet État, formé dans le sillage de la création du Pakistan en 1947. Ce pays est né de la partition de 1947, l'Inde par la Grande-Bretagne, qui a donné naissance à l'Inde à majorité hindoue et au Pakistan, à majorité musulmane que nous connaissons aujourd'hui. Dans le cadre de cette partition, les Britanniques ont créé la loi sur l'indépendance de l'Inde, permettant aux deux régions du Cachemire et du Jammu de décider à quel pays elles adhéreraient. Le Maharaja du Cachemire a finalement choisi l'Inde, à condition que l'Inde protège le Cachemire des envahisseurs pakistanais. La guerre indo-pakistanaise de 1947 à 1948 a entraîné des violences continues au Cachemire, où les militants islamiques ont constamment pris pour cible la population hindoue minoritaire dans cette région troublée. L'Inde a aggravé la situation en 2019 en abrogeant l'article 370. Cet article, qui accordait au Cachemire une certaine autonomie, bien que l'État soit toujours sous le contrôle de l'Inde, avait été la planche de salut pendant des décennies dans les relations de l'Inde avec son territoire à majorité musulmane. Privé de son droit de créer ses propres lois, le Cachemire sombre dans les luttes intestines. Les attaques sporadiques des insurgés musulmans s'organisent de plus en plus et les milices islamiques finissent par demander de l'aide au Pakistan. Cette aide arrive. Pendant des années, avant l'abrogation de l'article 370, le Pakistan a soutenu un trio de groupes d'insurgés au Cachemire. Selon le Cato Institute, ces groupes sont le Jaïch-e-Mohammed, le Lashkar-e-Taiba et le Hizbul Mujahideen. Tous sont techniquement interdits par le gouvernement pakistanais. Mais tous reçoivent un soutien par le biais d'un parrainage militant, souvent en secret, alors que le Pakistan tente de soutenir sa propre souveraineté et son identité nationale. En bref, les sectes islamiques du Cachemire ont mis de côté leurs différences, tant entre elles qu'avec le Pakistan, pour combattre une menace plus grande, l'Inde. 8 semaines avant la guerre nucléaire, le Pakistan, sous la pression croissante des gouvernements occidentaux, décide de ne pas dénoncer sa propre implication au Cachemire. Au lieu de cela, il sent une opportunité et décide de déclarer une guerre totale. Pourquoi ? La Chine. Au cours de la dernière décennie, l'alliance militaire entre le Pakistan et la Chine n'a fait que se renforcer. L'Institut américain de la paix, USIP, souligne que la décision américaine de 2021 de retirer ses troupes d'Afghanistan n'a fait que rapprocher les deux pays, dont les marines et les armées ont collaboré à plusieurs reprises dans le cadre d'exercices d'entraînement conjoints. Des frictions subsistent. La Chine et le Pakistan ne sont pas alignés idéologiquement, même s'ils le sont militairement. Mais en coulisses, l'USIP affirme que la Chine est devenue le plus grand fournisseur d'armes conventionnelles du Pakistan, en plus d'être un partenaire militaire direct. Le président chinois, Xi Jinping, voit également une opportunité dans le conflit du Cachemire. L'attention de l'Inde étant détournée, il pourrait en profiter pour établir la suprématie chinoise sur la ligne de contrôle effective, LAC, une frontière que la Chine dispute à l'Inde depuis à peu près aussi longtemps que le Pakistan conteste la propriété du Cachemire. En collaboration avec le Premier ministre pakistanais par intérim, Anwar ul Haq Khakar, Xi élabore un plan, une attaque sur deux fronts. Tout en continuant à soutenir les militants au Cachemire, le Pakistan envahit l'Inde par l'ouest. La Chine lance sa propre attaque à partir de l'est, profitant de la division de l'Inde pour envahir l'Alcé et commencer à empiéter sur le territoire indien. Anwar est ouvert à ce plan. Il pense qu'une victoire pakistanaise dans une guerre contre l'Inde consoliderait sa position et lui permettrait de passer du statut de Premier ministre intérimaire à celui de Premier ministre à plein temps. Et s'il peut revendiquer la propriété du Cachemire, il entrera dans la légende comme l'un des plus grands dirigeants que le Pakistan ait jamais connu. Avec le soutien de la Chine, il peut transformer la violence croissante au Cachemire en une occasion d'étendre le pouvoir géopolitique du Pakistan. Avec Xi, il lance une attaque 7 semaines avant la guerre nucléaire. La situation s'annonce déjà sombre pour l'Inde. La Chine utilise son attaque contre l'ALC comme une diversion, lui donnant l'occasion de déployer sa marine dans l'océan Indien. L'Inde est loin d'être impuissante dans ce scénario. Elle entreprend de couler des navires-citernes chinois, dont plusieurs transportent jusqu'à 2 millions de barils de pétrole, afin d'avertir la Chine qu'elle a l'intention de la priver de ses précieuses ressources.
Mais Xi Jinping poursuit sa stratégie en envoyant des navires dans les eaux à l'est et au sud de l'Inde afin d'engloutir les ressources navales du pays. Xi n'a pas l'intention de gagner cette bataille. Il ne fait que donner plus de temps au Pakistan pour lancer sa propre offensive. En ouvrant un second front à l'ouest, le Pakistan commence à envahir l'Inde par voie terrestre tout en comptant sur la diversion chinoise pour empêcher l'Inde d'attaquer ses ports, laissant les navires pakistanais libres de transporter des troupes en Inde. Mais l'Inde se prépare depuis des années à l'éventualité d'une guerre sur deux fronts. Le général Manoj Pand, chef d'état-major de l'armée indienne, suit le plan créé par son prédécesseur Manoj Mukund Naravan. Pand identifie un front principal et un front secondaire dans la guerre. La Chine se situe carrément sur le territoire du front secondaire. Malgré les tentatives d'incursion de Pékin au-delà de l'ALC, Pand sait qu'il peut compter sur les difficultés du terrain himalayen pour ralentir les troupes chinoises. Il sait également que les attaques navales lancées par la Chine sont destinées à détourner son attention de la menace que représente le Pakistan. Le premier front de Pandey se situe à l'ouest de l'Inde. Sachant que l'armée indienne est plus forte que celle du Pakistan dans un combat direct, Global Firepower classe l'armée indienne au 4e rang mondial, le Pakistan arrivant en 9e position. Pand choisit de passer à l'offensive. En ripostant aux envahisseurs pakistanais, son objectif est simple: empêcher toute perte de territoire. 6 semaines avant la guerre nucléaire, le Pakistan ne s'attendait pas à ce que l'Inde riposte avec autant de détermination. Certes, il savait que l'Inde se défendrait, mais lancer une offensive, cela serait certainement réservé à la lutte contre la Chine, dont l'armée est plus puissante et qui représente une menace plus importante. Mais ce n'est pas ce qui se passe. La Chine et l'Inde sont dans une situation d'attente, les combats s'arrêtant dans les océans et l'ALC étant résolument défendue par les troupes indiennes. Sur le front occidental, les forces terrestres indiennes, supérieures en nombre, repoussent le Pakistan. Soutenue par l'armée de l'air du pays, l'Inde remporte la victoire sur son front principal. Pendant que les troupes terrestres combattent, l'Inde lance des attaques de précision sur les fortifications pakistanaises. Sa flotte de 36 avions de combat biréacteurs d'assaut Rafale, causant la plupart des dégâts. D'autres appareils soutiennent les Rafales. Le LCA supersonique HAL Tejas sème la confusion, tandis que la flotte indienne de 300 Sukhoi Su-30 MKI fait un excellent travail pour atténuer la menace aérienne pakistanaise. Le Pakistan n'est pas sans défense dans les airs. Il dispose de plus de 130 chasseurs F-7 et de plus de 100 avions d'attaque et d'interception Mirage qui accompagnent 6 F-16. Mais il est dépassé. L'Inde a clairement la supériorité aérienne avec 667 unités aéroportées contre 453 pour le Pakistan. L'armée indienne comptant plus de 1,4 million de militaires actifs contre 654 000 pour le Pakistan, l'Inde peut se permettre de consacrer la majeure partie de ses troupes terrestres à la contre-offensive contre le Pakistan. Dans le même temps, elle utilise l'ALC comme un point d'étranglement pour se défendre contre les troupes chinoises, 5 semaines avant la guerre nucléaire. Xi Jinping se méfie de plus en plus. Peut-être par arrogance ou parce qu'il pensait que l'armée pakistanaise était suffisamment forte pour lancer une offensive surprise et réussir, il pensait que l'Inde s'effondrerait lorsqu'elle serait confrontée à une guerre sur deux fronts. Ce ne fut pas le cas. Aujourd'hui, il est confronté à une décision difficile. Continuer à affronter l'Inde et risquer de subir des pertes dans sa marine qui pourraient entraver d'autres ambitions militaires, comme son désir de récupérer Taïwan pour Pékin, ou bien continuer à se battre en espérant que le Pakistan pourra non seulement repousser la contre-offensive de l'Inde, mais aussi revendiquer davantage de territoire afin de mettre Narendra Modi et Manoj Pand sous pression pour qu'ils cèdent l'ALC à la Chine. Xi ne croit pas que ce dernier scénario soit probable. Il ouvre les lignes de communication avec Anwar-ul-Haq Kakar et lui dit clairement que la Chine se retire de ce combat. Le Pakistan continuera à recevoir le soutien de Pékin sous forme d'armes et de soutien moral sur la scène internationale. Mais l'échec des efforts d'écrasement et d'accaparement sur deux fronts, combiné à l'immense pression de l'Occident, alors que les États-Unis et leurs alliés se préparent à se battre potentiellement pour l'Inde, signifie que Pékin ne peut plus être impliqué directement. Xi a commis une erreur. Il doit maintenant espérer que cette erreur ne déclenchera pas un conflit plus large. Anwar-ul-Haq Kakar est désemparé. Il a perdu son seul allié militaire et les loups sont à la porte. L'Inde a repoussé ses forces insurgées jusqu'à la frontière entre l'Inde et le Pakistan.
et l'armée indienne ne tardera pas à les repousser encore plus loin, s'emparant au passage du territoire pakistanais. S'il poursuit sa stratégie, Kakar s'expose à une guerre longue et interminable. Et comme la Chine n'est plus dans le coup, la marine indienne est libre d'attaquer les ports pakistanais. Comment tout cela a-t-il pu si mal tourner ? Se demande-t-il, assis dans une salle entouré de ses principaux conseillers militaires. Soudain, l'un de ses conseillers prend la parole. Le général Syed Asim Munir, chef d'état-major de l'armée pakistanaise, sait que ses forces ne sont pas suffisantes pour vaincre l'Inde. Il est également partisan, ou prétend l'être, d'un Cachemire libre. Et il n'a pas l'intention de reculer maintenant que la guerre avec l'Inde est engagée. Le message de Munir à Kakar est simple. Nous avons des armes nucléaires. 4 semaines avant la guerre nucléaire. Au cours de la semaine suivante, Munir explique son plan. En matière de capacité nucléaire, l'Inde et le Pakistan sont presque à égalité. Selon l'Association pour le contrôle des armements, ACA, le Pakistan possède 170 armes nucléaires contre 164 pour l'Inde. Une différence si négligeable qu'elle n'a que peu d'impact. Ce qui a un impact, c'est que l'Inde a une politique de non-recours en premier, No First Use, NFU. Malgré l'inquiétude suscitée par cette politique en Inde, elle est toujours en vigueur. Selon cette politique, l'Inde n'utilisera des armes nucléaires qu'en représailles contre un autre pays qui lancerait des armes nucléaires contre elle. Pour le reste, les armes nucléaires n'ont qu'un rôle dissuasif, l'Inde préférant s'appuyer sur ses forces conventionnelles pour mener ses batailles. Ce sont ces mêmes forces qui gagnent actuellement la guerre contre le Pakistan. Mais le Pakistan n'a pas de politique NFU, du moins selon l'Arms Control Center. C'est l'une des rares puissances nucléaires qui ne donne aucune garantie sur la manière dont elle utilisera ses armes nucléaires, ni sur le moment où elle le fera, ce qui donne à Kakar un atout dans sa manche. Il ne doit pas mentionner les armes nucléaires. Il ne doit pas menacer de les lancer contre l'Inde, mais il devrait travailler secrètement à positionner les armes nucléaires pakistanaises de manière à ce que le pays puisse lancer un assaut généralisé contre l'Inde, en l'affaiblissant tellement que le Pakistan pourrait contrer la contre-offensive de l'Inde et commencer à revendiquer un territoire qui lui appartiendrait. Qui sait, postule Munir. Peut-être que la Chine reprendra la guerre si nous réussissons. Kakar réfléchit au plan. En tant que Premier ministre intérimaire, il n'est en poste que depuis août 2023, membre fondateur du Balochistan Awami Party, BAP. Son expérience politique est quelque peu limitée. Il a été sénateur indépendant du Baloutchistan entre mars 2018 et mars 2024, son expérience antérieure tendant à être un porte-parole plutôt qu'un politicien. Bien que très intelligent, Kakar est naïf lorsqu'il s'agit de guerre, s'en remettant à Munir pour obtenir des conseils militaires avisés. Il sait que le Pakistan est trop avancé pour essayer d'obtenir un cessez-le-feu avec l'Inde. N'ayant plus guère de recours, Kakar se range à l'avis de Munir. Il est temps de lancer les armes nucléaires. 3 semaines avant la guerre nucléaire. Les préparatifs sont en cours. Le conflit, ainsi que la capacité militaire inférieure du Pakistan par rapport à l'Inde, ont déjà réduit à néant certaines des stratégies potentielles que le Pakistan aurait pu employer pour déployer une arme nucléaire. Un lancement à partir de la mer est hors de question. La flotte pakistanaise ne compte que 8 sous-marins et aucun ne peut lancer de missiles balistiques. Même si c'était le cas, la marine indienne est extrêmement active près des côtes pakistanaises, ce qui signifie qu'il n'y aurait aucune chance de faire passer un sous-marin nucléaire en douce. Il est également hors de question de larguer des bombes depuis les airs. Dans ce cas, ce n'est pas par manque d'équipement. Selon la Nuclear Threat Initiative, NTI, le Pakistan possède plusieurs avions F-16AB capables de larguer des bombes nucléaires, ainsi que des Mirage 3 et des Mirage 5, tous deux fabriqués en France, qui sont capables de lancer des bombes nucléaires. Cependant, l'Inde verrait tous ces chasseurs arriver. Son armée de l'air est mobile et soutient les troupes qui combattent le Pakistan sur le terrain. Toute tentative d'attaque à l'aide de chasseurs ou d'avions serait abattue avant même qu'une bombe atomique ne soit larguée. La seule option dont dispose le Pakistan est le missile balistique à moyenne portée Shahin-2 ou MRBM. Version modifiée du Shahin 1 à 2 étages. Ce missile est mobile sur route et peut être lancé en transportant une seule charge utile de 700 kg, qui délivre une ogive pouvant atteindre 35 kilotonnes. C'est environ 2 fois la puissance du Little Boy que les États-Unis ont largué sur Hiroshima, loin d'être l'arme nucléaire la plus puissante au monde.
Néanmoins, elle est suffisante pour causer de sérieux dégâts, surtout si le Pakistan peut en larguer plusieurs à la fois. La portée pourrait être un problème. Le Shahin-2 a une portée comprise entre 579 et 771 km. C'est à peu près la distance nécessaire pour lancer l'engin depuis la base aérienne pakistanaise de Masrour, située juste à l'extérieur de Karachi, où se trouverait un site de stockage d'armes nucléaires. Mais même au maximum de sa portée, le Shahin-2 ne pourrait pas atteindre beaucoup plus loin que New Delhi, qui se trouve à 422 km de Karachi. Néanmoins, Munir va de l'avant. S'il ne peut pas attaquer toute l'Inde avec les armes nucléaires pakistanaises, il peut au moins dévaster son front occidental et empêcher le pays de poursuivre ses incursions au Pakistan. Munir aurait été bien plus heureux si les essais du Shahin-3 et du missile Abadiel, capable de transporter plusieurs ogives, avaient été achevés. Mais il ne peut pas compter sur l'un ou l'autre pour effectuer un lancement fiable contre l'Inde. C'est le Shahin-2 qui devra le faire, soutenu par des missiles à plus courte portée, comme l'Abdali, le Nasr et le Gauri. 2 semaines avant la guerre nucléaire. Des nouvelles inquiétantes parviennent au quartier général militaire indien de New Delhi. La flotte de satellites d'imagerie radar, ou RISAT, est passée de 12 en 2019 à 16 en 2023. Bien que concurrencée par la Chine à l'époque, l'Inde profite de cette expansion pour espionner le Pakistan, et les images satellites en provenance de la base aérienne de Masrour sont inquiétantes. On y voit une activité intense, avec des aperçus d'ogives nucléaires déplacées autour de la base et, semble-t-il, transportées hors de la base à l'aide de camionnettes. Le général Pandey sent que quelque chose se prépare. Des informations commencent également à filtrer du réseau d'espions que l'Inde a mis en place au Pakistan. Les mentions d'armes nucléaires se multiplient. Et bien qu'aucun des espions ne prétende savoir avec certitude que le Pakistan prépare un lancement, les informations qu'ils peuvent fournir, combinées aux images satellites, suggèrent que le Pakistan se prépare à un lancement. M. Pandey prend son téléphone et appelle le Premier ministre Modi et le président de l'Inde, Draupadi Murmu, qui détient les codes nucléaires du pays. L'Inde doit se préparer au pire. 1 semaine avant la guerre nucléaire, l'Inde se prépare. Premier point à l'ordre du jour, se défendre au mieux contre l'attaque nucléaire imminente du Pakistan. Pour cela, le général Pandey organise les systèmes PAD et AAD. Le PAD, qui signifie Pradyumna Ballistic Missile Interceptor, est conçu pour frapper des missiles balistiques voyageant à des altitudes comprises entre 19 et 30 km, ce qui les rend exo-atmosphériques, et est lancé à partir d'un véhicule de défense Prithvi ou PDV à l'aide de propergols solides. Ces véhicules sont déplacés à proximité de New Delhi, la cible la plus probable du Pakistan, et seront utilisés pour tenter d'abattre tout missile nucléaire pakistanais entrant dans la gamme exo-atmosphérique. L'AAD, ou intercepteur de missiles balistiques Ashwin, couvre l'interception de missiles à basse altitude. Il est conçu pour frapper les missiles voyageant à des altitudes inférieures à 11 km et sera stationné dans les centres de population critiques situés dans le rayon d'action des ogives pakistanaises. Cela couvre la plupart des frontières occidentales de l'Inde, y compris New Delhi, et pourrait permettre de protéger certaines des forces nucléaires indiennes. Pandey souhaiterait davantage d'options défensives. L'INS Anvesh, le navire conçu par l'Inde pour tester les systèmes de défense antimissiles balistiques, est envoyé en mer d'Arabie. Il ne pourra pas faire grand-chose. Ces missiles défensifs en sont encore au stade des essais. Mais il pourrait être en mesure de repérer 1 ou 2 bombes nucléaires pour aider les autres systèmes de défense antimissiles de l'Inde. Pandey s'appuie sur sa chaise. C'est presque tout ce qu'il peut faire pour l'Inde sur le plan défensif. Il doit néanmoins accepter la probabilité que de nombreux missiles pakistanais passent à travers ses défenses, surtout si le Pakistan lance la plupart, ou même la totalité, de ses missiles nucléaires en une seule fois. Sa dernière mesure défensive consiste à évacuer le quartier général militaire indien de New Delhi et à le transférer à Mumbai, probablement hors de portée des missiles nucléaires pakistanais. Il est conseillé aux habitants de New Delhi de s'enfermer dans l'un des rares bunkers nucléaires que les nouveaux immeubles d'habitation ont commencé à offrir ou de quitter la ville le plus rapidement possible. L'étape suivante consiste à préparer la réponse de l'Inde au lancement du Pakistan. Pandey met en alerte les sites de déploiement des 4 groupes de missiles Prithvi 2 de l'Inde. Probablement situés à Banar,
Bikaner, Jalandhar et Jodhpur, tous proches de la frontière pakistanaise, ces groupes de missiles disposent d'une trentaine de lanceurs capables de tirer le missile Prithvi 2. Il s'agit d'un missile à courte portée, capable de parcourir seulement 134 km, mais il ne mesure que 9 mètres de long et est difficilement repérable par les satellites, ce qui permet à l'Inde d'attaquer le Pakistan le long de sa frontière avec l'Inde. Ensuite, Pand mobilise les lanceurs de missiles indiens Agni. Le joyau de cette couronne est l'Agni-V, le missile balistique intercontinental, ICBM, le plus récent et le plus mobile de l'Inde. Monsieur Pand sait que le Pakistan ne dispose pas d'un missile capable d'aller aussi loin que l'Agni-V. Ce missile mobile sur route peut être chargé et transporté sur des véhicules de transport et de basculement de 140 tonnes, ou TCT-5, et est déjà disponible à Hyderabad. Tout ce que Pand a à faire, c'est de les déplacer dans leur rayon d'action de 1929 km. Et il peut lancer des missiles sur le Pakistan sans s'inquiéter que ces missiles mobiles soient attaqués par les Shahin 2 pakistanais. Enfin, il y a les options aériennes et maritimes. Pand décide de renoncer aux frappes aériennes, du moins dans un premier temps. Il utilise l'armée de l'air pakistanaise pour soutenir les troupes indiennes au sol, et il préfère les laisser en l'état pour éviter une éventuelle attaque aérienne pakistanaise. En ce qui concerne les frappes depuis la mer, l'Inde dispose de 2 sous-marins lanceurs d'engins de classe Ariant, sur une flotte prévue de 4. Les 2 autres sont encore en construction. 2 sous-marins nucléaires, c'est toujours mieux que 0 pour le Pakistan. Ces 2 sous-marins seront stationnés dans la mer d'Arabie, plus sûr pour l'Inde depuis que sa marine peut se concentrer sur le Pakistan plutôt que sur la Chine, et prêts à être lancés en représailles à une attaque nucléaire pakistanaise. Chacun des 2 sous-marins transporte 12 missiles balistiques sous-marins Sagarika K-15 ou SLBM, capables d'attaquer des cibles dans un rayon de 267 km. Ils seront utilisés pour dévaster le sud du Pakistan, tandis que les Agnis attaqueront l'intérieur des terres et que les missiles Prithvi 2 détruiront des cibles le long de la frontière pakistanaise avec l'Inde. Il s'agit d'une stratégie d'attaque sur 3 fronts, avec la possibilité d'y ajouter des attaques aériennes si nécessaire, qui, espère M. Pand, sera suffisamment dissuasif pour empêcher un lancement pakistanais. 24 heures avant la guerre nucléaire, le Pakistan continue de perdre du terrain face à l'Inde. Le premier ministre intérimaire Kakar est assis dans son bureau, entouré de conseillers, dont le général Munir. Tous savent qu'une guerre conventionnelle est perdue d'avance, maintenant que la Chine n'est plus un facteur. Le Pakistan subit d'énormes pressions internationales pour qu'il se rende. Mais cela signifierait que l'Inde pourrait revendiquer davantage de territoires à sa frontière. Cette option n'est pas envisageable. Kakar s'entretient avec ses conseillers pour s'assurer que les préparatifs d'un lancement nucléaire sont terminés. Il reçoit une confirmation. Le poids de sa décision pesant lourdement sur ses épaules, Kakar quitte la pièce pour contempler l'avenir qu'il est en train de créer. Il décide de dormir avant de passer l'appel, 10 heures avant la guerre nucléaire. De nouvelles mauvaises nouvelles parviennent à Kakar et à son équipe. Les troupes indiennes s'enfoncent dans le Pakistan et se rapprochent d'Islamabad. Lahore se bat courageusement, mais elle est en train de perdre. 2 des villes les plus importantes du pays sont menacées et Kakar n'a pas d'autre choix. Il approuve le lancement, 2 heures avant la guerre nucléaire. Les préparatifs au Pakistan sont terminés. Kakar sait que l'Inde anticipe probablement la frappe. Il a également été informé des mouvements inquiétants de ses ennemis. Le général Munir lui apprend que l'Inde a préparé des sites de lancement près de la frontière pakistanaise. Il informe également Kakar que l'Inde a mis en place des systèmes de défense antimissiles. Une attaque par saturation est nécessaire pour s'assurer que certaines des armes nucléaires pakistanaises parviennent à franchir les défenses. Cela signifie qu'il faut lancer la quasi-totalité des 170 missiles que le Pakistan a stockés. Malgré tout, Kakar a approuvé le lancement. Au fond de lui, il espère que l'attaque provoquera un cessez-le-feu plutôt que des représailles. Sa naïveté politique se retournera contre lui. 90 minutes avant la guerre nucléaire. Les sites de lancement nucléaire pakistanais sont mobilisés. Comme les États-Unis, le Pakistan utilise des liens d'action permissifs, Permissive Action Link, ou PAL, comme sécurité nucléaire. Ces PAL nécessitent la saisie d'un code avant de pouvoir faire exploser une arme nucléaire pakistanaise. Ces codes sont prêts, il ne reste plus qu'à lancer l'arme.
Selon le Council on Foreign Relations, le Pakistan applique également la règle des 2 hommes. 2 personnes distinctes doivent entrer les codes ou tourner les clés pour lancer les engins nucléaires. Ces hommes sont en place. Ils n'attendent que leurs ordres, 60 minutes avant la guerre nucléaire. Les ordres viennent de Qakkar. Lancement. Les codes sont saisis, les clés tournées et plus de 100 missiles nucléaires s'envolent à des vitesses supersoniques ou quasi-supersoniques en direction de New Delhi et de cibles sélectionnées le long de la frontière entre le Pakistan et l'Inde. 30 minutes avant la guerre nucléaire. Les systèmes de défense antimissiles ciblés de l'Inde font des heures supplémentaires. Ils lancent des missiles pour intercepter la vague en provenance du Pakistan, éliminant plus de la moitié des missiles Shahin-2 pakistanais avant qu'ils ne parviennent à atteindre le territoire indien. Mais il en reste encore une 50aine en route, 20 minutes avant la guerre nucléaire. Le lancement pakistanais étant confirmé, Pandey s'adresse au président Murmu. L'Inde a besoin de ses codes nucléaires pour lancer une contre-attaque. La première utilisation a été établie et l'Inde est maintenant en mesure de riposter. Pand informe Murmu que New Delhi est probablement perdu. Un nombre suffisant de missiles pakistanais ont franchi les défenses indiennes et frapperont dans les minutes à venir. Murmu réfléchit un instant à sa décision. Elle sait déjà ce qu'elle va dire, mais elle a du mal à saisir la gravité de la situation. Toujours incapable de comprendre que le Pakistan a effectivement lancé une attaque alors que l'Inde dispose d'options de déploiement bien supérieures et plus souples, elle approuve l'utilisation des codes nucléaires indiens. En quelques minutes, les ordres sont transmis aux sous-marins indiens, aux silos de missiles et aux lanceurs mobiles transportant les missiles balistiques intercontinentaux Anivet. Le lancement. Premier impact. Une trentaine de missiles nucléaires pakistanais atteignent New Delhi et ses environs, guidés par le système de navigation chinois Beidou. Ils atterrissent, chacun équipé d'une ogive nucléaire de 40 kilotonnes, environ 2 fois la puissance du Little Boy largué sur Hiroshima, et dévastent la région. Bien qu'une grande partie des 33,8 millions d'habitants de New Delhi aient été évacués, des millions d'autres sont bloqués ou dans l'impossibilité de partir. Ceux qui ne sont pas engloutis dans des boules de feu nucléaires meurent à cause des puissantes ondes de choc qui détruisent leurs poumons et crèvent leurs tympans. Au quartier général de l'armée pakistanaise, à Rawalpindi, au sud d'Islamabad, Qakkar et Munir discutent. Leur frappe a été un succès relatif. New Delhi est dévasté. Mais les missiles indiens arrivent. Les satellites pakistanais PRSS-1, Remote Sensing Satellite 1, ont détecté plusieurs lancements à proximité de la frontière indienne, ainsi que le lancement de 24 missiles Sagarika à partir de 2 sous-marins stationnés dans la mer d'Arabie. Des Anivets sont également probables. Ces missiles balistiques intercontinentaux peuvent frapper presque n'importe où au Pakistan. La frappe n'a pas convaincu l'Inde de négocier un cessez-le-feu. Qakkar s'enfouit la tête dans les mains. Il pensait que le Pakistan ne pouvait pas permettre à l'Inde de gagner la guerre. Mais en lançant les armes nucléaires du pays, il n'a pas su anticiper la supériorité nucléaire de l'Inde. Ce qui devait être son coup gagnant sera contré par une offensive si dévastatrice qu'elle rayera le Pakistan de la carte. 30 minutes après le début de la guerre nucléaire. Les premières armes nucléaires indiennes atterrissent à Islamabad et à Rawalpindi. Elles atteignent parfaitement leur cible grâce à leurs systèmes avancés de contrôle, de guidage et de navigation. Le quartier général de l'armée pakistanaise à Rawalpindi est anéanti, ainsi que tous ceux qui s'y trouvent, et des millions de victimes sont à déplorer. D'autres frappes visent Karachi, détruisant ce qui reste du stock nucléaire pakistanais tout en décimant ses lanceurs. Le Pakistan a réussi à déclencher une guerre nucléaire, mais aujourd'hui, il n'a plus aucun moyen de continuer. Ses dirigeants ont été décimés. Tous ces sites de lancement nucléaire sont en flammes. 60 minutes après le début de la guerre nucléaire. L'ambiance est sombre à l'intérieur du quartier général militaire improvisé de l'Inde à Mumbai. Murmu, Modi et Pandey ont réussi à contrer le lancement nucléaire pakistanais par une attaque si dévastatrice qu'elle a anéanti la quasi-totalité de la structure de commandement pakistanaise. La mission a été un succès, mais à quel prix? New Delhi a été détruite et la frontière entre l'Inde et le Pakistan est irradiée. Les tirs indiens ont également sacrifié des milliers de soldats du pays, qui avaient courageusement repoussé les forces terrestres pakistanaises près d'Islamabad et ont été pris dans les explosions. Le rétablissement sera long et difficile.
Mais l'Inde peut au moins se consoler en se disant que le lancement de ses armes nucléaires montre au monde qu'elle ne se laissera pas faire sur la scène internationale. Toute menace future de la Chine sera combattue par des moyens conventionnels, Pande s'employant immédiatement à renforcer les défenses de l'ALC, afin de s'assurer que Pékin ne décide pas de profiter de la position affaiblie de l'Inde. Les navires indiens sont rappelés de la mer d'Arabie vers le golfe du Bengale, afin que la marine indienne puisse contrer toute future approche chinoise. Le Cachemire est désormais l'objectif principal de l'Inde, le catalyseur de tout le conflit. Le Pakistan étant détruit, elle peut déployer des troupes pour combattre les militants sur son territoire, qui ne peuvent plus compter sur le soutien du Pakistan. La guerre est gagnée. Tout ce qui reste à faire au cours des prochains mois, et peut-être des prochaines années, est de prendre le contrôle de ce qui reste du Pakistan, tout en essayant de négocier les retombées diplomatiques qui découlent du fait d'être l'une des rares nations à avoir jamais lancé des armes nucléaires. Mais qu'en pensez-vous? Le Pakistan se rendrait-il compte qu'il est dépassé dans ce domaine et se concentrerait-il plutôt sur les moyens conventionnels? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à cliquer sur l'une des vidéos à l'écran pour plus de contenu similaire.